Bienvenue tout le monde pour cette deuxième partie du chapitre qui porte sur la spectroscopie. Et il nous reste donc une dernière technique à aborder qui est la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, plus connue sous les initiales RMN. Alors, ce spectre RMN a pour origine le ciblage vraiment d'un atome en particulier, qui est l'atome d'hydrogène, qui est le plus fréquent dans une molécule organique. Et en choisissant correctement la fréquence du rayonnement envoyé, on est capable de cibler et de faire interagir uniquement ces atomes et ces noyaux d'hydrogène. Donc il suffit de choisir la bonne fréquence de l'onde électromagnétique, de mettre l'ensemble sous un champ magnétique, et on est capable de faire rentrer en résonance les noyaux d'hydrogène, les protons. Ce noyau d'hydrogène va rentrer dans un état de transition, il va changer de niveau d'énergie et réémettre donc un signal qu'on est capable de récupérer et d'analyser. Donc voilà le principe. Et on s'intéresse, comme je l'ai déjà dit, aux noyaux d'hydrogène, puisque ce sont les plus fréquents dans une molécule organique. Et si on arrive à savoir combien il y a de noyaux d'hydrogène et quels sont les environnements de ces noyaux, autrement dit où ils sont placés dans la molécule, eh bien on a une idée assez fidèle de l'allure de la molécule. À quoi ressemble un spectre RMN? Eh bien voilà un exemple avec la molécule d'éthanol, CH3CH2OH. On va s'intéresser tout d'abord à l'axe horizontal. Donc on voit apparaître un certain nombre de signaux. Voilà, donc là il y en a un signal de référence situé à la valeur 0 ppm, et puis on a ensuite 3 signaux qui apparaissent, qui sont dus à différents hydrogènes de la molécule d'éthanol. Donc cet axe horizontal correspond donc à une grandeur qui s'appelle le déplacement chimique, qui s'exprime en ppm, partie par million, noté delta. Et voilà comment en fait on obtient la valeur de delta. Alors cette formule-là, je vous l'ai indiquée dans le cours, mais ne la retenez pas, elle n'est pas encadrée, elle n'est pas surlignée. Éventuellement, dans un exercice, on pourrait vous demander de l'utiliser, de l'interpréter, mais ça paraît très très peu vraisemblable. Alors qu'est-ce qui apparaît dans cette formule? Différentes fréquences, 3 fréquences en l'occurrence. Vous avez la fréquence de résonance du proton qui est ciblée, qui interagit, donc voilà, nu i. La fréquence de référence qui correspond à une molécule bien particulière qui nous permet d'avoir donc le niveau de référence correspondant à 0 ppm. Et on compare en fait la différence entre ces deux résonances, c'est-à-dire comment réagirait une molécule des références et comment réagit le proton qui m'intéresse dans la molécule que j'étudie. Donc cette différence de fréquence est comparée à la fréquence qui a été envoyée, à la fréquence du rayonnement envoyé. Et cette différence relative est extrêmement faible, ce qui fait que pour avoir une vision un petit peu plus lisible de cette valeur, on multiplie la valeur obtenue par 10 puissance 6, par 1 million. Voilà pourquoi, c'est une sorte de zoom en quelque sorte, le 10 puissance 6 qui est ici, voilà pourquoi on a une valeur en partie par million. Quand on fait un écart relatif et que la valeur, on la multiplie par 100, on obtient ce qu'on appelle un pourcentage. Et bien là, l'écart relatif que l'on obtient ici, si on le multiplie par 1 million, et bien on a une partie par million. Voilà, donc c'est l'équivalent, on va dire. Donc voilà pour le principe. Maintenant, on va creuser un petit peu pour analyser différents spectres, pris comme exemple, et on va voir qu'il y a 4 éléments que vous devez connaître pour analyser correctement un spectre et identifier la molécule correspondante.
Il n'y a pas d'ordre hein, dans les quatre critères que l'on va étudier. Et je commence donc moi par le déplacement chimique qu'on vient d'évoquer. Le déplacement chimique donc d'un signal va renseigner sur l'environnement du proton qui est en train d'interagir. Donc, pour pouvoir identifier le déplacement chimique correspondant à tel ou tel groupe de protons, il faut bien sûr se référer à des tables que l'on vous fournira. Et donc là, dans votre livre, c'est page 595, je vous ai indiqué ici les trois tableaux qui vont nous être utiles pour analyser le spectre de l'éthanol. Donc l'éthanol, deux formules semi-développées CH3, CH2OH. On voit qu'il y a trois groupes de protons, on en reparlera tout à l'heure, qui sont différents, qui sont donc matérialisés ici par trois couleurs différentes. Si l'on veut savoir le déplacement chimique des trois protons ici équivalents qui sont associés à cet atome de carbone, on voit que ces trois hydrogènes, donc on appelle ça un groupement méthyle, on va se référer à ce tableau qui est là, puisque c'est un CH3, et on va regarder donc le voisinage en essayant de trouver la ligne qui correspond le plus possible à cet enchaînement qui est là. Donc le groupement CH3, qu'est-ce qu'il a à côté de lui? Un carbone, puis un oxygène. Donc je regarde dans le tableau, et qu'est-ce que je vois qui se rapproche le plus possible de cet enchaînement? Il est ici, CH3, C. Alors bien sûr les hydrogènes ne sont pas présents, mais peu importe ici, on pourrait même y avoir éventuellement un autre atome de carbone ou encore un autre ici. On essaye de voir ce qui se rapproche le plus et surtout l'atome d'oxygène qui est ici. Donc on voit que cet enchaînement CH3CO, que l'on reconnaît là-dedans, va donner un déplacement de signal à environ 1,4 ppm. Et donc ça correspond à peu près, hein, si vous regardez le pic central qui nous donnerait le milieu du signal, on est plutôt à 1,2 qu'à 1,4. C'est pas une science tout à fait exacte, hein, cette lecture de tableau, mais ça nous permet d'avoir une idée à peu près précise du déplacement chimique. C'est souvent un élément de confirmation, plus qu'un élément d'identification parfois à coup sûr. Ensuite, nous avons donc le groupement méthylène CH2 qui est ici. Ce groupement méthylène est entre un atome de carbone et un atome d'oxygène. Donc de la même manière, on va chercher dans le tableau ici ce qui va s'en rapprocher le plus. Et on voit ici un enchaînement carbone CH2 OH, donc ça ressemble beaucoup à ça effectivement, ce qui va donner un signal donc à 3,6 ppm. Donc là ça colle plutôt très très bien, on est vraiment à 3,6 ppm, il n'y a aucun souci. Enfin, l'atome d'hydrogène qui est associé à l'atome d'oxygène ici, puis une chaîne carbonée de un certain nombre de carbones, peu importe, ça ressemble au ROH, R étant un groupement alkyle d'un certain nombre d'atomes de carbone. Là, l'intervalle est très très large, entre 0,5 et 5,5 ppm. Donc oui, on a bien un signal dans cet intervalle-là, mais c'est trop large pour que ce soit un élément d'identification très très précis. Donc voilà pour le premier enseignement, le déplacement chimique va dépendre de l'environnement des atomes, donc autour des atomes d'hydrogène que l'on étudie. Deuxième critère, deuxième point dans l'analyse du spectre, il s'agit des protons équivalents. Alors j'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure dans le premier critère. Si on reprend l'exemple de l'éthanol, CH3, CH2OH, on voit qu'il y a 6 atomes d'hydrogène en tout. Mais parmi ces 6 atomes d'hydrogène, certains sont équivalents, d'autres pas. Donc là, c'est relativement simple. Ces 3 hydrogènes ici sont tous identiques les uns aux autres. Ces deux-là sont identiques ensemble et l'atome d'hydrogène qui est là n'a pas d'équivalent. Il forme un groupe à lui tout seul. On voit donc apparaître 3 groupes d'hydrogène équivalents, ce qui va donner, puisque le déplacement chimique dépend de l'environnement, si on a 3 groupes équivalents, ça va donner 3 signaux sur le spectre qui sont donc présents ici. Attention, vous aurez toujours, avec une amplitude plus ou moins forte, un signal à 0. Il ne faut pas le comptabiliser, hein, c'est le signal de référence. Donc ce qui compte, c'est les autres
qui ont un déplacement chimique différent de 0 ppm. Donc ça, c'est un critère extrêmement rapide à obtenir. Il peut permettre d'identifier une molécule à lui tout seul. C'est souvent le premier critère, le premier point d'analyse que l'on va utiliser. Alors, juste pour illustrer à nouveau cet exemple-là, avec quelques molécules différentes, vous avez ici une autre molécule, le toluène, avec la particularité du noyau aromatique qui est ici, du fait de la présence des 3 doubles liaisons ici qui peuvent évoluer, on va dire, qui peuvent passer d'un atome de carbone à un autre atome de carbone, on a un déplacement chimique pour ces 5 atomes d'hydrogène qui est très 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 fort. Ça correspond à ce signal qui est là, au-delà de 7 ppm. Et en fait, si on creusait, si on y regardait de vraiment plus près, les 5 atomes d'hydrogène là ne sont pas tout à fait identiques. Il y a une très 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 légère différence dans leur environnement chimique. Ces deux-là sont identiques. Ces deux-là sont identiques. Et celui-là n'a pas d'équivalent. Mais pour autant, ces 3 groupes, si on les différenciait, seraient trop proches pour une résolution telle que celle-ci, pour qu'on puisse vraiment les différencier. Donc dans le cas d'un noyau aromatique, comme ça un noyau hexagonal avec 3 doubles liaisons, eh bien on va assimiler tous les atomes d'hydrogène portés par les atomes de carbone. Donc là, les 5 atomes d'hydrogène forment un groupe, et les 3 hydrogènes ici forment un deuxième groupe, donc il y a bien 2 signaux présents sur ce spectre. Là, c'est beaucoup plus facile, évidemment, 6 atomes d'hydrogène qui forment 2 groupes de 3. Bon, il n'y a pas de problème, ça fait bien 2 signaux. Et là, on a 3 groupes, puisque chacun des groupes d'hydrogène n'a pas d'équivalent. Donc on a bien la présence de 3 signaux sur ce spectre. Troisième renseignement, alors c'est un renseignement qui n'est pas toujours présent sur le spectre, il s'agit de la courbe d'intégration. Alors cette courbe d'intégration fait apparaître un palier pour chacun des signaux, et ce qui va être intéressant, c'est de mesurer la hauteur de chacun de ces paliers. Donc là, on voit apparaître en rouge une courbe, donc là vous avez une hauteur qui va monter d'un certain palier H1 au niveau du premier signal, puis d'une hauteur H2 au niveau du deuxième signal. Donc l'intérêt, c'est de mesurer la hauteur de ces paliers H1 et H2. On voit ici que H1 est plus grand que H2, et en étant plus précis, on peut constater que H1 est égal à 5/3 de H2. Sachant que la molécule contient 8 atomes d'hydrogène, en faisant H1 plus H2, on a le total qu'on divise par 8, et donc on peut identifier combien il y a d'atomes d'hydrogène pour ce signal, combien il y a d'atomes d'hydrogène pour ce signal, parce que au départ, à quoi il ressemble ce signal, c'est 2 singulets. Et donc 2 singulets, c'est bien joli, mais lequel correspond à ce groupe de 5, lequel correspond à ce groupe de 3, eh bien, la courbe d'intégration nous le dit, puisque on a un palier ici qui est plus grand que celui-là, et qui correspond bien à un facteur 5/3, qui est logique compte tenu du nombre d'hydrogène dans chacun des 2 groupes. Autre exemple, donc celui-là c'est assez facile puisqu'il y a deux groupes de signaux et chacun des groupes contient 3 atomes d'hydrogène. On a donc des hauteurs de palier qui sont absolument équivalentes pour les deux signaux, H1 égale à H2. Enfin, quatrième et dernier renseignement sur le spectre RMN, c'est la multiplicité des signaux. Donc là on voit qu'il y a 3 signaux, très bien. Il y en a un qui est très simple, qu'on appelle un singulet. Ici, vous voyez apparaître un signal avec 4 pics, c'est-à-dire un quadruplet, et là un signal avec 3 pics, un triplet. Donc, question, pourquoi un signal parfois fait apparaître un singulet, un doublet, un triplet, un quadruplet, etc. etc. Eh bien, c'est la règle des n+1 uplets qui va nous le dire, et cette règle des n+1 uplets dépend du nombre d'hydrogène portés par les atomes de carbone voisins du carbone qui nous intéresse, enfin du carbone qui porte les hydrogènes du groupe. Par exemple,
toujours pour la molécule d'éthanol. CH3, CH2OH. Occupons-nous des 3 hydrogènes qui sont présents ici, qui sont équivalents. Qu'est-ce qu'ils ont comme hydrogène voisin, c'est-à-dire comme hydrogène porté par un carbone voisin? Le carbone voisin, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Et ce carbone voisin porte 2 atomes d'hydrogène. Règle des n plus 1 uplet, 2 plus 1, ça donne 3. Donc ces 2 hydrogènes, là, les 3 hydrogènes ont 2 voisins, donc vont donner un triplet. Le triplet est ici. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser à ces 2 hydrogènes qui sont ici. Qu'est-ce qu'ils ont comme voisinage? Ils ont comme voisinage les 3 hydrogènes portés par le carbone qui est là. Et, attention, il y a un hydrogène ici, mais cet hydrogène est porté par un atome d'oxygène, voisin certes, mais un atome d'oxygène. Et dans ce cas-là, eh bien, le couplage n'existe plus, c'est-à-dire que tous les hydrogènes portés soit par un atome d'oxygène, soit par un atome d'azote, ne se couplent pas avec les autres atomes d'hydrogène. Donc, ils n'interviennent pas dans le dénombrement des voisins. Autrement dit, ces 2 hydrogènes-là n'ont que 3 voisins, et non pas 4. Donc 3 plus 1, ça donne un quadruplet pour ces 2 atomes d'hydrogène. Donc le quadruplet est ici. Et au niveau de déplacement chimique, on a déjà justifié que ces 2 hydrogènes-là donnaient bien un signal aux alentours des 3,6 ppm. Et enfin, donc l'hydrogène porté par l'atome d'oxygène, on vient de dire qu'il n'y avait pas de couplage, donc systématiquement, les hydrogènes portés par O ou par N vont donner un singulet. Voilà le singulet. On a donc résumé donc l'analyse complète du spectre RMN. Je rappelle donc les 4 critères que vous devez comprendre et savoir exploiter. Le déplacement chimique, que vous pouvez exploiter grâce à des tableaux que l'on vous donnera. Ensuite, vous avez le nombre de signaux. Donc ça, il faut absolument savoir le faire. On regarde la molécule, on essaye d'identifier les groupes d'hydrogène équivalents, on les entoure avec des couleurs différentes, on met des lettres différentes pour pouvoir les repérer. Et ce nombre de groupes nous donne le nombre de signaux qui vont apparaître ici. Ensuite, vous avez éventuellement la courbe d'intégration qui va nous donner combien d'hydrogène il y a dans chacun des groupes. Et enfin, la multiplicité des signaux qui nous permet de savoir combien il y a d'hydrogène voisins. Avec tout ça, on est capable d'identifier à coup sûr une molécule. Si on nous fournit par exemple plusieurs molécules possibles pour une formule brute donnée, en analysant les 4 critères, on est sûr d'y arriver. Parfois, on peut y arriver avec moins de critères, mais les 4 permettent l'identification à 100%. Pour terminer, un tout petit paragraphe sur l'utilité de la spectroscopie en général, pas seulement la RMN, mais on reprend depuis le début, c'est-à-dire la spectroscopie UV visible, la spectroscopie infrarouge et la spectroscopie RMN. Eh bien, c'est utilisé dans divers domaines, comme la recherche, l'industrie, la médecine, évidemment la chimie. Et ça permet donc quoi? Eh bien, d'identifier une substance inconnue. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Mais pas seulement, ça permet aussi de vérifier si cette substance inconnue que l'on aurait fabriquée ou isolée est pure. Ça permet donc de suivre éventuellement une réaction chimique, puisque si on veut analyser le produit formé, eh bien on peut voir si oui ou non il est apparu, si oui ou non il continue à apparaître en termes de proportion, et si oui ou non la réaction est terminée en fonction des réactifs éventuellement qui auraient totalement disparu ou continueraient à disparaître. Et ça permet également de doser une substance dans un mélange, puisque si on a affaire à un spectre qui contient qui fait apparaître plusieurs substances, en fonction de l'intensité des spectres de chacun, on est capable de donner les proportions de l'un et de l'autre dans le mélange. Donc ça, on l'avait vu avec la spectroscopie UV visible, je vous rappelle, une activité au cours de laquelle vous aviez donc fait
l'analyse en UV visible d'un mélange afin de déterminer donc ce qu'il y avait dans ce mélange et quelles étaient les proportions. Donc on avait réussi à répondre à cette question. Bon, voilà pour ce chapitre sur la spectroscopie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions si vous avez le moindre doute, et on se retrouve bientôt pour un nouveau chapitre.